Voilà. Très bien. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui dans notre troisième séance de la formation Maîtriser la comptabilité. Donc, on va continuer donc, avec la norme sur les immobilisations corporelles. Donc, on s'est arrêté la dernière fois, donc avant ce slide-là, concernant la comptabilisation des coûts ultérieurs donc, sur les immobilisations corporelles. D'abord, en fait, avant de continuer, est-ce que vous avez des questions concernant donc, les dernières séances? La dernière séance. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez qu'on développe encore concernant l'ancienne séance plutôt? C'est bon, tout est clair? Très bien. D'accord. Donc, on va continuer. Donc, on va continuer avec un nouveau chapitre donc, concernant la comptabilisation des coûts ultérieurs donc, sur les immobilisations corporelles. Là, on parle en fait de tout ce qui est dépenses après donc l'achat de l'immobilisation. C'est-à-dire, donc, par exemple, on a acheté une machine, donc après l'installation, avec d'une période, donc on a dépensé des coûts, d'accord, sur cette machine. Là, en fait, on va traiter le traitement, on va voir le traitement comptable de ces dépenses engagées sur ces machines-là, sur ces machines-là. Donc, on va voir le traitement de principe, c'est-à-dire le traitement par défaut, et on va voir le traitement exceptionnel, avec les conditions qui sont exigées pour avoir donc euh, pour mettre en place ou bien pour appliquer ce traitement spécial. Très bien, voilà. On va voir le principe de base, on va voir les dépenses de maintenance et réparation, et on va voir les améliorations et les ajouts. Voilà. Ça, c'est le traitement de base. Donc, les coûts, le traitement de base, par défaut. Le coût ultérieur ne doit pas être comptabilisé que s'il augmente les avantages économiques futurs de l'actif au-delà de son état d'origine prévue. C'est-à-dire, donc le traitement par défaut, c'est que les dépenses ultérieures, en général, dans la majorité des cas, on les traite comme étant des charges. On les traite comme étant des charges de l'année. L'exception, c'est que en cas où les dépenses qu'on a engagées, ils peuvent augmenter les avantages économiques futurs de l'actif au-delà de l'état d'origine prévu. Par exemple, Par exemple, on a une machine qui est dans sa durée de vie utile, en fait, elle sera capable de produire 100 000 unités. Donc, avec des dépenses qu'on a réalisées la deuxième année, donc de dépenses euh, de, d'amélioration, donc on est arrivé à augmenter la capacité de production de cette machine à 120 000 articles. Donc là, il y en a des avantages économiques futurs au-delà de l'état d'origine prévu. C'est-à-dire, d'origine, on a prévu 100 000, maintenant on est à 120 000. Aussi, en fait, ça peut être un allongement de sa durée de vie. Parce que si on va allonger la durée de vie d'une machine, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour des années supplémentaires et donc on va générer des avantages économiques futurs supplémentaires. Donc, par exemple, si la durée de vie initiale, donc prévue, donc d'origine, 5 ans, et nous, en fait, avec des modifications, on est arrivé à allonger sa durée de vie jusqu'à, par exemple, jusqu'à 7 ans. Donc, on a augmenté sa durée de vie de 2 ans. D'accord? Aussi, comme augmentation des avantages économiques futurs, ça peut être, par exemple, une amélioration dans l'efficacité de la machine. Par exemple, dans les taux de déchets. Donc, si par exemple on va baisser le taux de déchets, si par exemple on va baisser le taux de déchets qui a été par exemple de 1%, on va le baisser à 0,5%. Et donc, une partie donc, qui devrait être normalement classée comme étant de déchets, elle sera considérée, elle sera prête à être vendue. Et donc là, on peut dire aussi qu'il y aura une augmentation des avantages économiques futurs au-delà de l'état d'origine prévu. D'accord? Donc, traitement de principe, c'est charge.
Donc, toutes les dépenses engagées sur des machines, traitement de principe, charge. Exception, immobilisation, sous les conditions. Quelles sont les conditions? Il faut que, en fait, montrer que ces dépenses-là qu'on a engagées de façon ultérieure sur ces machines, ils vont augmenter les avantages économiques futurs au-delà de niveaux déjà prévus. D'accord? Très bien. Donc là, en fait, on va voir la définition des maintenances et des frais de dépenses de maintenance et de réparation. Donc les coûts de maintenance et réparation donc, ordinaires sont généralement comptabilisés en tant que charge lorsqu'ils sont engagés car ils ne font que maintenir l'actif au bon état de fonctionnement. Donc vous voyez, donc notre repère, c'est quoi? Notre repère, c'est de voir est-ce que les coûts qu'on a engagés, est-ce qu'ils vont juste maintenir l'actif en bon état de fonctionnement ou bien ils vont augmenter les avantages économiques futurs. Donc, si les dépenses qu'on a engagées, ce sont des dépenses de maintenance, par exemple, pour une voiture, il faut faire, après chaque 10 000 km, faire une vidange. Donc là, on fait le vidange pourquoi? On fait le vidange pour maintenir l'actif au bon état de fonctionnement. Mais on ne peut pas demander, on ne se prétend pas que la voiture, avec la vidange qu'on a réalisée, on va allonger sa durée de vie. D'accord? Donc, ou bien, par exemple, après 50 000 km, il faut changer les roues. Euh, En fait, ce sont des dépenses juste pour maintenir donc l'actif en bon état de fonctionnement. Donc, tout ce qui est dépenses pour maintenir l'actif en bon état de fonctionnement, ça, c'est une charge, ce sont des charges de maintenance et de réparation, et tout ce qui est dépenses qu'on a engagées, mais qu'elle va augmenter les avantages économiques futurs, là, plutôt, on doit les capitaliser, c'est-à-dire on doit les immobiliser. Donc ces frais-là, ces dépenses-là, on doit pas les constater en charge de l'année, mais plutôt on doit les immobiliser. Pourquoi on doit les immobiliser? Pour le respect de principe de rattachement des charges au produit. Tant que les dépenses qu'on a engagées, ils vont générer des produits sur plusieurs années. Donc, les dépenses engagées pour réaliser ces travaux-là d'amélioration devraient être rattachées aux produits qui vont être réalisés. Et donc, on doit l'immobiliser pour pouvoir l'amortir. Parce que l'amortissement, c'est quoi? L'amortissement, c'est un mécanisme qui nous permet de répartir des charges importantes sur des dépenses importantes sur plusieurs exercices. C'est-à-dire, ils vont affecter des charges sur plusieurs exercices. C'est ça l'amortissement. Par exemple, nous avons acheté une machine, par exemple, de 10 000 euros. Donc, au lieu de la constater en charge, et donc l'exercice, il va supporter la totalité des charges, qu'est-ce qu'on fait? On va diviser les 10 000, par exemple, sur 5 ans. Donc, chaque année, elle va supporter 2 000. Pourquoi? Parce que sur les 5 ans, cette machine, elle va produire des avantages économiques vidéo de produits, et donc qui vont, et pour le principe de rattachement des charges aux produits, qu'est-ce qu'on a fait avec l'amortissement? On a rattaché les charges aux produits qui vont être générés. D'accord? Et d'ailleurs, on va voir par la suite l'amortissement, comment il est vraiment très lié donc à la réalisation des produits. En fait, on doit toujours veiller à ce que la charge qu'on va constater, la dotation qu'on va constater, elle soit liée au produit qui a été généré. D'accord? C'est-à-dire, si on va réaliser des produits d'une façon constante, donc on va amortir d'une façon linéaire, d'une façon constante, c'est-à-dire les mêmes produits qui vont être générés, 5 000, 5 000, 5 000, donc on va constater 2 000, 2 000, 2 000, par exemple, d'amortissement. Par contre, si plutôt les produits sont 10 000, par la suite, par exemple, 5 000 et par la suite 3 000, il faut suivre ce même rythme, donc d'un rythme dégressif pour l'amortissement. Par exemple, on va constater 3 000, 2 000 et 1 000, donc amortissement. Donc toujours, c'est proportionnel aux produits qui vont être générés, qui vont être réalisés. Donc, règle générale, tout ce qui est dépenses ultérieures donc à l'acquisition, comment on les traite? Donc, on va poser la question, est-ce que ces charges qu'on a dépensées, ils vont juste maintenir l'actif en bon état de fonctionnement, c'est-à-dire des entretiens de routine, des entretiens hebdomadaires, donc des entretiens donc
programmés, planifiés. Et donc là, on parle plutôt des frais de dépenses de maintenance et de réparation. Par contre, si ces dépenses qu'on a engagées vont augmenter les avantages économiques futurs au-delà de niveaux initialement définis, là, on parle plutôt d'une immobilisation des charges. Donc, ce sont des charges qu'on va les immobiliser. Et donc, on va augmenter la valeur de l'actif. On va voir le traitement tout à l'heure. Voilà, amélioration et ajout. Donc, les dépenses qui résultent en une augmentation de capacité ou une Allô? amélioration de l'IF. Oui, Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tarek. bonsoir. Voilà. J'ai une préoccupation par rapport à l'explication que vous venez de donner tout à l'heure. D'accord. Par exemple, si on a un véhicule Si de vous permettez, service, bon, si vous permettez, oui, rappelez-moi allez-y. votre nom, peut-être parce qu'au niveau de. Le nom. Ah oui, Moussa Et Doumbia. Moussa, ok. Moussa Doumbia, oui, oui. D'accord, Moussa. Désolé, je vais changer ça. C'est vrai que le nom qui D'accord. sort, c'est le nom de l'appareil. Samsung, en fait. Voilà. Voilà. Donc, D'accord. Oui, ce qui était ma préoccupation, oui, c'est que je voulais savoir, par exemple, dans le cas où on a un véhicule de service qui était en panne de moteur, bon, si vous oui. voulez, un véhicule qu'on prend pour faire la livraison qui est en D'accord. panne de moteur. Ok. Maintenant, le véhicule était immobilisé et on décide de racheter Oui. un nouveau moteur, au fait. D'accord. Mais maintenant, est-ce que l'achat du moteur peut être considéré comme, comme une réparation ou bien on peut l'immobiliser? Si on part D'accord. du principe euh, que, par exemple, bon, ça ne va pas augmenter la capacité du véhicule, puisque c'est la même capacité de Oui. livraison. Si ça transporte 10 tonnes, ça va toujours continuer à transporter les 10 tonnes. D'accord. Euh, ma question, c'est que vraiment, est-ce que voilà, cette réparation-là va être immobilisée? D'accord. En fait, ça dépend, comme vous l'avez dit, en fait, ça dépend de la capacité de ce moteur-là. Donc, si ce moteur-là, il va, par exemple, il va allonger la durée de vie d'utilisation de la machine. C'est-à-dire, s'il est déjà prévu d'être utilisé D'accord. pendant 5 ans, et avec cette Mhm. amélioration, avec ce nouveau moteur, on pourra utiliser donc, le véhicule pendant plutôt 7 ans. Donc, on va allonger la durée de vie de 2 ans. Donc là, on parle d'une amélioration. D'accord? Et par contre, si initialement ça a D'accord. été prévu pour 5 ans, malheureusement à la quatrième année, donc on a fait, ou bien la troisième année, donc il y avait donc problème au niveau de moteur, on a changé de moteur, mais en fait la durée, il va rester. Donc on a acheté un moteur d'occasion qui va juste en fait rester, en fait il va nous permettre d'exploiter le matériel pendant 2 ans seulement. Et donc la durée de vie n'a pas été allongée. D'accord? Donc, ça dépend, comme je vous ai dit, de capacité de ce moteur-là. D'accord. Donc, est-ce qu'il Super. va allonger la durée de vie de la machine? Et dans ce cas, on peut l'immobiliser. Par contre, c'est juste, en fait, on va maintenir les avantages initialement définis. Là, en fait, ça ne peut pas être, ça ne peut pas être immobilisé. D'accord? Et on va voir quels sont les avantages économiques futurs. Parce que les avantages économiques futurs, c'est pas nécessairement, ce sont des avantages directs et indirects. C'est-à-dire, c'est pas systématiquement, donc il y en a rentrée de flux, donc rentrée de flux d'une façon directe. C'est-à-dire, c'est pas des flux qui vont rentrer, des encaissements qui vont être réalisés. Par contre, par exemple, un allongement de durée de vie, on le considère comme étant une augmentation des avantages économiques futurs parce que l'augmentation de la durée, l'allongement de la durée de vie, il va permettre à l'entreprise d'utiliser la machine pendant des années supplémentaires et certainement, ça va générer des avantages économiques futurs. Aussi, quand on dit l'amélioration de l'efficacité, c'est-à-dire un taux de déchets qui va baisser, donc indirectement, taux de déchets qui va baisser, c'est-à-dire une quantité produite destinée à la vente va augmenter parce que la partie qui a été destinée, qui a été normalement, va être classée en déchets, maintenant, en fait, elle sera considérée, elle sera classée parmi le stock vendable. D'accord? Donc, directement et indirectement, donc à la. Et d'ailleurs, j'ai mis quelques exemples, en fait, je l'ai mis, je pense, dans ce slide-là. Voilà. Voilà. D'accord. Merci D'accord? beaucoup, Monsieur Très Tarek. Je pense bien, que c'est bien clair. très bien. Voilà.
Voici les augmentations des avantages économiques futurs. Ça peut être une augmentation de capacité. Par exemple, on va augmentation de production horaire de 100 000 unités par heure à 120 000 unités par heure. Donc, il y aura réellement une augmentation de la production. Donc, la production Tout à qui fait. était 100 unités par heure, elle va devenir 120 unités par heure. Deuxième cas, par exemple, amélioration de l'efficacité. Donc, un taux de déchets qui va baisser de 1% à 0,5%. Et donc, la quantité qui devrait normalement être classée comme étant des déchets, maintenant, elle sera considérée, elle sera classée parmi le stock vendable. Donc, une quantité supplémentaire disponible à la vente et donc des avantages économiques futurs. Aussi, ça peut être une prolongation de durée de vie utile. Par exemple, donc allongement de la durée de vie de 5 à 7 ans. Donc, si une machine va être utilisée encore pour 2 ans supplémentaires, certainement, elle va générer des avantages économiques futurs. Donc, là, ce sont les principaux cas possibles pour parler d'augmentation des avantages économiques futurs. Soit une augmentation de capacité, soit une amélioration de l'efficacité, soit une prolongation de la durée de vie utile de la machine. C'est essentiellement ces trois cas-là. Donc toujours, on doit se poser la question, est-ce que les dépenses qu'on va engager, ils vont juste maintenir la machine dans le bon état de fonctionnement? Dans ce cas-là, ce sont des charges. La deuxième question, est-ce qu'ils vont augmenter les avantages économiques futurs sous forme d'une augmentation de capacité ou une augmentation d'amélioration de l'efficacité ou prolongation de vie? Si c'est oui, en ce moment-là, on doit capitaliser. Si c'est non, on doit passer en charge. D'accord? Donc vous avez maintenant en fait C'est les clair. repères. Voilà, exactement. C'est ça le plus important. C'est que vous avez en fait vos repères. Donc vous savez très bien quelles sont les questions à poser. Même si vous ne disposez pas d'informations, vous savez qu'est-ce que vous devez poser comme question. Donc, par exemple, pour, euh, pour le service de production, ou bien pour le service de maintenance, ou bien pour le service d'achat. Donc, pour vraiment savoir quel est le traitement comptable approprié que vous devez réserver donc, à ces dépenses, que ce soit d'amélioration ou des dépenses de maintenance. D'accord? Très bien. C'est Donc, quelle bon. est l'écriture comptable? Quelle est l'écriture comptable? Donc là, on a parlé de deux choses. On a parlé de coûts de maintenance et on a parlé de coûts d'amélioration. Donc, tout ce qui est coûts de maintenance, donc maintenance, ce sont des entretiens, des réparations de routine. Donc, on va les constater dans les comptes de charge. Par exemple, 615, entretien, réparation. Si l'on a des TVA, donc on va mettre le 43 TVA déductible et au crédit, donc on va mettre le fournisseur. Là, j'ouvre une juste petite parenthèse. Pourquoi j'ai mis fournisseur? En fait, au niveau parmi en fait les bonnes pratiques au niveau de la comptabilité. Les bonnes pratiques de la comptabilité au niveau de l'écriture, il faut toujours distinguer entre deux phases. La phase d'engagement et la phase de paiement. D'accord? Même si vous avez payé comptant, il faut distinguer entre l'engagement et le paiement. C'est-à-dire, même si j'ai payé au comptant, je vais toujours constater au crédit fournisseur tel, fournisseur ABC, et par la suite, l'écriture de paiement, ça sera, on va débiter le fournisseur ABC et on va créditer, par exemple, banque ou caisse. D'accord? Il faut éviter toujours de passer les comptes de charge avec des comptes de trésorerie. D'accord? Parce que vous allez perdre de traçabilité par la suite. Donc, toujours raisonner en deux étapes. L'étape de l'engagement et par la suite l'étape de paiement. D'accord? Ça, c'est parmi les règles des bonnes pratiques au niveau de la comptabilité. Ça vous permet d'éviter beaucoup d'erreurs et beaucoup de problèmes, surtout par la suite quand vous allez lettrer et justifier les comptes de bilan. D'accord? Parce que si on ne va pas passer par l'écriture, par exemple, par le fournisseur, on ne va plus trouver de traçabilité donc, sur cette dépense-là. Donc, sauf si on doit revenir, donc chaque fois, on va revenir donc, à la facture avec les numéros de pièces, et ainsi de suite, mais vraiment, ce n'est pas la bonne pratique. Donc, maintenance et réparation, c'est un compte de charge. 615, entretien, réparation. Alors que les améliorations et les ajouts, on doit les immobiliser. Donc, on va augmenter la valeur de l'immobilisation. Et certainement, on va utiliser le compte 404 fournisseur d'immobilisation. D'accord? Si la TVA aussi, TVA sur donc immobilisation. D'accord? Donc, question.
Très bien. Excellent. D'accord. D'accord. Donc, amélioration. Donc, entretien, réparation sont des charges. On va utiliser un compte de charge, 615. Amélioration et ajout. Donc, on va utiliser un compte d'immobilisation. Donc, au lieu d'utiliser un compte de charge, on va utiliser un compte d'immobilisation. Si on a utilisé un compte d'immobilisation, c'est qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté la valeur de l'immobilisation. Par exemple, une machine qui a été valorisée, par exemple, qui a été constatée pour 100 000 euros. Maintenant, on a dépensé 15 000 euros d'amélioration. Et donc, avec cette écriture, quand on va mettre immobilisation corporelle pour 15 000, la nouvelle valeur de l'immobilisation, ce sera 100 000 plus 15 000. Donc, l'immobilisation, elle sera valorisée plutôt pour 115 000 et non pas pour 100 000. D'accord? Très bien. D'accord. Est-ce que vous avez des questions avant de passer sur cette partie concernant les coûts et les dépenses ultérieures? Donc, les dépenses ultérieures à l'acquisition des machines, que ce soit au niveau de traitement général ou bien au niveau de l'écriture comptable. C'est bon, on passe? Pour, pour l'instant, c'est bon au niveau. Très C'est bien. parfait. Excellent. 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 Donc, on va passer maintenant à l'amortissement des immobilisations corporelles et on va voir le concept de l'amortissement. C'est un concept très important euh, qui, en fait, il a beaucoup, il s'est beaucoup amélioré et en fait, surtout avec les normes comptables internationales, donc en s'éloignant du concept et de principe de ce qui est volet fiscal. Donc, il y en a maintenant l'amortissement comptable, il y en a l'amortissement fiscal. Donc, la comptabilité, il a été très liée donc, à l'amortissement fiscal. Et donc, on a adapté les taux qui sont prévus par l'administration fiscale comme étant des plafonds, comme étant le max des dotations acceptées euh, en déduction. Et donc, les entreprises, pour éviter tous les problèmes de divergence entre résultats comptables et résultats fiscaux, donc il a adapté les taux d'amortissement fiscal. Mais les normes, en fait, elles nous poussent donc à plutôt utiliser des normes, de l'amortissement comptable qui est en général de loin différent de l'amortissement fiscal. Et par la suite, on a le traitement qu'on fait, qu'on connaît tout le monde, en fait, le traitement de détermination de résultats fiscal, donc en réintégrant et en déduisant les charges et des produits pour déterminer, pour passer de résultat comptable au résultat fiscal. Mais là, on va parler du volet comptable. Donc, l'amortissement, on va voir la partie conception de l'amortissement, les méthodes d'amortissement et le calcul de l'amortissement. On va faire des exemples. Concept. L'amortissement est le processus de répartition systématique du montant dépréciable d'une immobilisation corporelle sur sa durée de vie utile. Donc, il reflète la consommation des avantages économiques futurs. Et ça, en fait, le plus important. L'amortissement, il doit refléter la consommation des avantages économiques futurs. Vous voyez, donc la norme sur les immobilisations, toute la norme pratiquement, elle est basée sur le concept avantages économiques futurs. Donc, pour la considérer immobilisation, il faut qu'il y ait la création des avantages économiques futurs. Là, l'amortissement, on doit refléter le rythme de consommation des avantages économiques futurs. C'est-à-dire, par exemple, une machine, nous avons deux usines qui sont de deux côtés. Ils ont acheté la même machine. L'usine A, elle travaille en trois équipes. L'usine B, elle travaille en une seule équipe. D'accord? Donc, l'usine, la durée de vie normale de la machine, il est, par exemple, il est de 6 ans. Il est de 6 ans. Donc, la première, donc l'usine A qui va travailler en trois équipes, c'est comme si, en fait, elle va travailler, donc l'année, c'est comme si 3 ans. Donc, comme si elle va utiliser la machine, donc quand elle va travailler 24 heures, comme si la machine, elle va durer que 2 ans pour cette usine qui va travailler en trois équipes. Alors que l'autre usine, l'usine B, qui travaille en seule équipe, elle va amortir la machine sur 6 ans. Sur 6 ans. D'accord? Et donc, vous voyez là, donc là, qu'est-ce qu'on doit refléter?
on a reflété la consommation des avantages économiques futurs. Parce que l'usine A, elle a vraiment donc utilisé la machine pendant 24 heures, alors que l'autre usine, elle l'a utilisé justement, en fait, pour 8 heures. Et donc, c'est un tiers de la période. C'est pourquoi, donc, c'est la même machine, mais l'usine A, elle va appliquer un taux d'amortissement 50%, alors que l'usine B, par exemple, elle va appliquer un amortissement de 1 sixième, c'est-à-dire le 1 sixième, voilà, de la valeur. Donc, j'ai une question. Donc, est-ce que cette écriture a un impact fiscal? Laquelle des écritures? L'écriture de l'immobilisation, de la capitalisation des charges. Euh, Bonsoir, monsieur Tariq, hein. Bonsoir. Au niveau de l'ASBO, en fait, quand on augmente la durée de vie de l'immobilisation, Oui, est-ce que cela a un impact fiscal? Si oui, oui, comment certainement. ça se passe? Certainement, certainement, il y a un impact fiscal. Certainement. Donc, l'impact fiscal sera l'impact fiscal, en fait, on va comparer les deux situations. La première situation, là, on va passer ces dépenses-là comme étant des charges. Donc, comme étant des charges, certainement l'administration fiscale, s'il s'agit des charges d'exploitation, elle va les accepter. Par contre, l'autre cas, c'est qu'on va les immobiliser. Donc, cette facture-là, on ne va pas la passer en charge, mais plutôt on va l'amortir. Et d'ailleurs, l'administration fiscale, c'est dans son elle est, c'est-à-dire ce traitement, il est dans la faveur de l'administration fiscale. Pourquoi? Parce que, au lieu de constater donc une charge pour la totalité, par exemple, l'amélioration pour 20 000, donc si on va la constater en charge, c'est qu'on va baisser le résultat fiscal. D'accord? Alors que dans le traitement où on va immobiliser, donc on va constater juste l'amortissement, par exemple le 1 cinquième. D'accord? Donc l'administration fiscale, il est plutôt dans sa faveur qu'on immobilise en fait des charges et ne constate pas dans le résultat de l'exercice. D'accord? Mais réellement, donc il n'y a pas, moi je parle au moins de la Tunisie. Il n'y a pas au niveau des déterminations de résultat fiscal de réintégration, par exemple, de ces dépenses d'amélioration et de les considérer comme étant en charge sur le volet fiscal, comme je l'ai dit, parce que c'est dans l'intérêt de l'administration fiscale. Parce que on va pas épuiser, donc on va pas alourdir donc, le résultat de l'année par un montant important qui est considéré réparation, euh, qui est considéré plutôt amélioration et non pas il n'y a pas une réparation de routine ou bien une réparation à passer en charge. Donc c'est l'achat, c'est au faveur de l'administration fiscale. D'accord? Et donc, et pour l'autre charge, il faut juste prouver qu'il s'agit vraiment d'une charge d'exploitation s'il s'agit de maintenance. Mais il n'y a pas vraiment au niveau de tableau de détermination fiscale, il n'y a pas, c'est pas comme le cas de l'amortissement. Exemple, l'amortissement. Donc nous, par exemple, comme je dis, l'usine A, elle va amortir sur 2 ans. D'accord? Alors que dans le décret de loi qui a fixé le taux d'amortissement, c'est-à-dire les plafonds d'amortissement qui a été fixé, par exemple, c'est 5 ans. D'accord? Donc là, au niveau tableau de détermination de résultat fiscal, on doit réintégrer donc, les amortissements supplémentaires et on les appelle, en fait, au niveau de tableau de détermination, ils sont appelés les amortissements non déductibles. Les amortissements non déductibles, c'est-à-dire la partie supplémentaire de l'amortissement qui a été constatée par l'usine A parce qu'elle a divisé la totalité de la valeur sur 2, alors qu'il devrait normalement être réparti sur 5. Donc la différence, il n'est pas admis en déduction. D'accord? Ça pour les amortissements non déductibles. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, 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 c'est bon, je pense que c'est bon. C'est Très bien. clair. Excellent. Excellent. Donc, le concept de l'amortissement. Donc, l'amortissement est le processus de répartition systématique du montant dépréciable des immobilisations corporelles sur la durée de vie utile. Donc, il reflète la consommation des avantages économiques futurs.
Donc, l'amortissement, c'est un mécanisme qui a été utilisé par la comptabilité. Pourquoi? Pour rattacher, comme je dis, les charges au produit. Nous avons une machine qui devrait être utilisée sur 7 ans. Et donc, il va générer des produits sur 7 ans. Et donc, l'opération de l'achat, lorsqu'on va acheter cette machine, est-ce qu'on va constater la totalité de la charge donc sur la première année? Non, on ne va pas constater la totalité de la charge la première année, mais plutôt on va la répartir sur les années qui vont générer des avantages économiques futurs. C'est-à-dire, si on va utiliser la machine sur 7 ans, aussi, on va amortir sur 7 ans. D'accord? Donc, on essaye, c'est le principe général, c'est ça. Le principe général, c'est le rattachement des charges au produit. Et donc, pour rattacher les charges au produit, pour ne pas amortir, ne pas constater donc, la totalité de la charge, sur l'exercice, qu'est-ce qu'on fait? On va immobiliser donc, cette acquisition. Donc, l'acquisition, si on va acheter une machine, en fait, le traitement, c'est quoi? Soit on va la constater en charge, soit on va la constater en immobilisation. D'accord? Donc, la constatation de l'immobilisation, qu'est-ce qui nous permet? La constatation de l'acquisition en immobilisation, c'est un compte de bilan, c'est un compte donc qui va passer d'une année à l'autre. Donc, il va rester. Alors que si on va constater, si on va utiliser les comptes de charge ou des produits, en fait, ce sont des comptes qui se soldent à la fin de chaque année. Il n'y a pas de report des charges d'une année à l'autre. Donc, toutes les charges et tous les produits qui ont été comptabilisés durant l'année, à la fin de l'année, ils vont être soldés pour déterminer le résultat comptable. Alors que les comptes de bilan, en fait, ce sont des comptes, le solde, il va se reporter d'une année à l'autre. Donc, toujours, les comptes de bilan, on aura le cumul des comptes le cumul de comptes depuis la création de l'entreprise. D'accord? Donc, les comptes de bilan, ce sont des comptes qui vont, qui va cumuler les soldes de départ plus les mouvements durant plusieurs années. Alors que les comptes de charges et de produits, ce sont des comptes qui vont être soldés donc à la fin de chaque exercice. D'accord? Très bien. Le plus important, c'est quoi? C'est le dernier paragraphe. En fait, l'amortissement doit refléter la consommation des avantages économiques futurs. Et ça, en fait, comptablement, on va toujours veiller à ce que l'amortissement reflète la consommation des avantages économiques futurs. D'accord? C'est-à-dire, si on a l'information, si on dispose de l'information, par exemple, vous avez acheté une machine qui, d'après le constructeur, elle va, euh, dans sa durée de vie utile, elle va vous produire 100 000 unités. D'accord? Et vous, en fait, selon votre rythme d'utilisation, soit vous l'utilisez 1 heure par jour, soit vous l'utilisez 5 heures par jour, soit vous l'utilisez 24 heures donc, par jour. En tout cas, quand cette machine, quand elle va arriver à 100 000 unités, elle va stopper. D'accord? Elle ne va plus produire, elle sera totalement amortie, donc elle sera, en fait, elle sera inutilisable. D'accord? Et là, donc, comme je vous dis, vous l'utilisez pour 1 heure, l'autre, il va l'utiliser pour 5 heures, l'autre, il va l'utiliser pour 24 heures. C'est certainement celui qui va l'utiliser pour 24 heures, il va produire les 100 000, par exemple, sur 2, 3 années, 3 années. Alors que celui, en fait, qui va l'utiliser 1 heure, donc 1 heure par jour, en fait, il va l'utiliser, il va rester utilisé pendant, par exemple, 10 ou 15 ans. Et donc là, l'amortissement doit refléter ce rythme-là. L'amortissement, il doit suivre le même rythme de consommation des avantages économiques futurs. Donc pour celui qui utilise la machine pour 24 heures, il va l'amortir, c'est-à-dire il va répartir les achats, le coût de l'immobilisation sur 2 ans, alors que l'autre, en fait, qui l'utilise juste pour 1 heure par jour, il va répartir le coût plutôt sur 15 ans. D'accord? Donc, l'amortissement, il doit refléter la consommation des avantages économiques futurs. Les méthodes d'amortissement, donc on a plusieurs méthodes d'amortissement. Il y en a l'amortissement linéaire. Linéaire, c'est-à-dire on va répartir le coût de l'actif de manière égale sur sa durée de vie utile. Nous avons une machine pour 100 000.
à répartir, par exemple, sur 5 ans, donc d'une façon linéaire. Donc, chaque année, elle va prendre 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Donc, à répartir d'une façon linéaire. Dégressive, plutôt un taux d'amortissement plus élevé et appliqué dans les premières années, diminuant donc au fil des années. Par exemple, on va répartir, donc on va constater la première année 50% de la valeur, deuxième année 30% de la valeur, troisième année ce sera 20% de la valeur. Et d'une façon, on a les 100%. C'est ça le dégressif. Dégressif, c'est-à-dire au fil des années, on va baisser la valeur. Donc, on va prendre la partie la plus importante la première année et on va baisser au fil des années. Et ça, en fait, c'est utilisable surtout pour les produits qui sont de haute technologie, là où la technologie, en fait, elle évolue rapidement. Et donc, on devrait les amortir. Donc, on doit les premières années parce qu'il y aura certainement des améliorations technologiques. Aussi, donc, la méthode d'amortissement sur l'unité de production. Donc là, comme je vous ai dit, par exemple, donc vous avez donc une production donc, par exemple, qui a été indiquée dans le catalogue de constructeurs, que vous allez, par exemple, cette machine elle sera capable de produire, par exemple, 100 000 unités durant sa vie utile. D'accord? Donc, vous avez produit, par exemple, cette année 20 000 unités. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Le taux d'amortissement que vous allez utiliser, ça sera donc les 20 000 sur le 100 000. D'accord? Si par exemple, l'année suivante, vous avez produit 30 000 unités. Et donc, le taux d'amortissement que vous allez utiliser, l'amortissement, ce sera 30 000 sur 100 000. D'accord? Donc, vous divisez la production de l'année par rapport à la production totale prévue par le constructeur. Voilà. Donc, linéaire, par exemple, c'est la base de l'amortissement qu'on va diviser sur 5 ans. Dégressive, la première année, donc par exemple, base de l'amortissement fois 50%. Deuxième année, base de l'amortissement fois 30%. Troisième année, base de l'amortissement fois 20%. Ça, c'est dégressif. Donc, la première année, c'est la partie la plus importante et on baisse d'une année à l'autre. Unité de production, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, on va voir la base de l'amortissement. Base de l'amortissement, on va la multiplier par la production de l'année sur la capacité de production totale. Donc, base de l'amortissement fois, par exemple, 20 000 sur 100 000. Et la deuxième année, base de l'amortissement fois 30 000 sur 20 000. Pourquoi là, je dis la base de l'amortissement, je n'ai pas dit le coût de l'immobilisation? Parce que, selon la norme, donc la base de l'amortissement, en fait, dans les anciennes normes, la base de l'amortissement, elles étaient le coût de l'amortissement, le coût de l'immobilisation. Mais avec les nouvelles normes, là, on parle de deux choses différentes parce que ce n'est pas la même chose. D'accord? Et on va la voir tout à l'heure de quoi elle est composée, comment on calcule la base de l'amortissement qui est devenue, en fait, elle n'est plus le coût de l'immobilisation. D'accord? En fait, la différence, on va la voir, c'est au niveau de la valeur résiduelle. On va la voir tout à l'heure. Calcul de l'amortissement. Donc voilà, celle-là, c'est la base de l'amortissement. Donc, la base de l'amortissement, c'est le coût de l'actif, le coût de l'immobilisation, moins la valeur résiduelle nette. Ça, sur la durée de vie. Donc, la base de l'amortissement, c'est quoi? C'est le coût de l'actif, moins la valeur résiduelle nette. Très bien. Par exemple, j'ai une machine qui m'a coûté 100 000. J'ai une machine, on a vu déjà de quoi il est constitué, donc le coût de l'immobilisation. Donc, qui nous a coûté 1000 euros. D'accord? La valeur résiduelle, c'est quoi? La valeur du résiduel, c'est la valeur c'est la valeur de vente à la fin de la période. C'est-à-dire, nous avons, et ça, il est basé sur une estimation. Nous avons une machine qu'on sait très bien, après les 5 ans, c'est-à-dire la durée de vie d'utilisation, après les 5 ans, on sait très bien qu'on pourra la vendre même du ferraille, même pour en fait sa valeur en acier, pour par exemple pour 2000 euros. Donc elle nous a coûté 10 000 et on sait très bien à la fin, on pourra la vendre pour 2000. Et donc la norme, qu'est-ce qu'elle nous dit? La norme, elle nous dit que la base de l'amortissement, elle sera 10 000 moins le 2000, ce sera le 8 000. Donc, on doit utiliser les 8 000 pour l'amortissement et non pas les 10 000.
D'accord? Et si on veut entrer encore en détail, on a dit c'est la valeur résiduelle nette, c'est-à-dire la valeur résiduelle nette. C'est-à-dire, par exemple, je sais très bien que cette machine, je vais pouvoir la vendre à la fin des 5 ans pour 2000, mais en contrepartie, je dois donner, par exemple, 500 euros au vendeur ou bien à l'intermédiaire qui va réaliser cette opération de vente. Et donc, la valeur résiduelle nette, ce sera les 2000 moins les coûts de la vente, qui sont 500, et donc elle sera plutôt 1500. Et donc, la base de l'amortissement, ce sera maintenant 8000 moins 1500, 10 000 moins 1500, et donc ce sera 8500. D'accord? On va la voir en détail, vous n'inquiétez pas, d'accord? Et on va faire des exemples. Et d'ailleurs, voilà, je schématise. Voilà. Voilà la base de l'amortissement. Donc, ce sera le coût de l'actif moins valeur résiduelle nette. La valeur résiduelle nette. Et là, je vous ai mis, en fait, si vous remarquez, j'ai mis estimation en gras. Estimation de la valeur résiduelle nette. Donc, j'ai mis les deux. Net, c'est-à-dire déduction faite des coûts des ventes, c'est-à-dire, par exemple, donc pour vendre cette machine, je dois la ramener dans un marché des machines d'occasion. Et donc, je dois louer, par exemple, d'un matériel de transport qui va nous coûter, par exemple, 200 euros. Donc, tous les frais qui étaient engagés pour réaliser cette vente, ils vont venir en déduction de la valeur résiduelle. D'accord? Et par la suite, quand j'ai dit estimation, donc quand on parle d'estimation, comme on parle d'une provision. Mais l'estimation, donc, elle suppose donc qu'elle va augmenter comme elle va baisser. C'est-à-dire la valeur résiduelle, on doit la réviser d'une période à l'autre. D'accord? La valeur résiduelle, on doit la réévaluer d'une période à l'autre. Et donc, si la valeur résiduelle, c'est-à-dire, donc je me mets à la fin de l'année, je dis maintenant la machine à la fin de cette période, au départ, j'ai dit que c'est 5000. D'accord? C'est 2000 plutôt. 2000, ça, sa valeur résiduelle. Par exemple, après une année ou bien deux, la valeur en fait de prix, par exemple, de la tonne d'acier, il a énormément augmenté. Et donc, au lieu de 2000, je serais capable de la vendre à 3000, par exemple. D'accord? Et donc, je dois réviser la valeur résiduelle. Mais il faut faire attention. Vous voyez là, en fait, si on va réviser la valeur résiduelle, c'est comme si on va réviser la base de l'amortissement. Et si on va réviser la base de l'amortissement, c'est-à-dire on va réviser aussi la dotation de l'année. D'accord? Donc la base de l'amortissement, il peut être révisé d'une année à l'autre, dû à quoi? Dû à la variation dans la valeur résiduelle. Le coût de l'actif, il ne va pas bouger. Le coût de l'actif, il ne va pas bouger, sauf si, par exemple, on a fait des améliorations. Par contre, la valeur résiduelle, vu qu'elle est basée sur une estimation, et d'ailleurs, on va faire un exemple, donc vous allez le voir tout à l'heure, vu qu'on est basé sur une estimation, ça peut supposer que des fois, la valeur, il va augmenter, des fois, il va baisser. Et donc, on doit réviser la valeur résiduelle nette et par conséquent, la base de l'amortissement sera révisée. Et donc, la dotation de l'année, elle ne sera pas d'une façon systématique comme l'année dernière parce que la base, elle a déjà changé. On va par exemple. Par exemple, le coût d'acquisition d'un fourgon, donc mis en circulation le 1er juillet N, s'élève à 32 000 euros. La société MCE cède systématiquement ses véhicules utilitaires au bout de 3 ans d'utilisation à 20% de leur prix d'acquisition. D'accord? Donc on sait dès le départ que après 3 ans, donc ils sont amortis sur 3 ans, et la valeur résiduelle, c'est-à-dire après 3 ans, donc il sera vendu à combien? À 20% de prix d'acquisition. Donc déjà, donc ils savent très bien qu'après 3 ans, ils vont vendre à 20% des 30 000, des 32 000. Il nous a ajouté l'information, les coûts de sortie sont estimés à 3% de prix de vente. C'est-à-dire, si nous avons des intermédiaires qui vont réaliser cette opération, nous avons des coûts qu'on va supporter de transport, de transit, c'est pas transit, de transport, de publicité, de communication, et ainsi de suite. Donc, ça représente 3%. Donc, il nous demande de calculer la base d'amortissement comptable et présenter le plan d'amortissement comptable. Très bien. Donc, tout d'abord, on doit calculer la valeur résiduelle nette. La valeur résiduelle nette, c'est 32 000 fois 20%. Ça, c'est la valeur résiduelle.
Mais quand on dit net, donc on doit déduire. Allô? Je Allô? m'excuse, en fait, j'ai perdu de connexion. Donc, Ah, d'accord. est-ce que vous avez assisté à cette présentation de la base d'amortissement? Donc, ou bien on a passé Oui, déjà, et celle-là, en fait, la lecture voilà. de l'exercice. Voilà, très bien. Donc, En fait, monsieur, oui, euh, la partie de la présentation du base de l'amortissement. oui, vous voulez que je retourne? Très bien. Oui, Celle-là. Oui, j'avais pas bien compris parce que moi, je vous entendais pas. très bien. D'accord. Donc, on a dit, en fait, auparavant, la base de l'amortissement, elle était tout simplement le coût de l'actif. Le coût de l'actif, ça a été la base d'amortissement. D'accord? Et même en fait fiscalement. Donc fiscalement, ils considèrent la base d'amortissement comme étant le coût de l'actif. C'est-à-dire, une machine qui nous a coûté 12 000, on va répartir les 12 000 d'une façon, par exemple, linéaire sur 5 ans. D'accord? Et maintenant, la norme, elle nous dit la base d'amortissement, c'est plus le coût de l'actif, mais plutôt le coût de l'actif moins la valeur résiduelle. C'est quoi la valeur résiduelle? C'est la valeur, c'est le prix de vente de cette machine à la fin de sa période de vie. C'est-à-dire, nous avons par exemple du matériel de transport, on sait très bien, donc il y en a un marché d'occasion, et au bout de 5 ans, comptablement, ma machine ou bien mon matériel de transport est totalement amorti, mais je sais très bien que dans le marché d'occasion, je peux trouver un bon prix, je peux trouver par exemple un tel prix. D'accord? Par exemple, j'ai acheté mon matériel de transport, il m'a coûté 20 000 euros. Et je sais très bien qu'au bout de 5 ans, mon matériel de transport, je peux le vendre sur le marché d'occasion, par exemple, pour 3 000 euros. D'accord? Donc la norme, qu'est-ce qu'elle me dit? La norme, elle me dit que la base d'amortissement, elle ne doit pas être les 20 000 euros qui est le coût de l'immobilisation, mais plutôt le coût de mobilisation moins la valeur résiduelle, c'est-à-dire les 20 000 moins les 3 000 qui est le prix de vente de matériel de transport après 5 ans d'utilisation. D'accord? Mais on a dit par la suite, cette valeur résiduelle, donc tout d'abord, elle doit être nette, c'est-à-dire nette des coûts. Par exemple, déjà pour accéder à ce marché d'occasion, je dois payer, par exemple, des droits pour accéder au marché. Et donc, par exemple, j'ai payé 500 euros. Et donc, le prix de vente, il sera 3 000 euros, mais les coûts, c'est 500. Et donc, la valeur résiduelle nette, ça sera 3 000 moins les 500. Donc, c'est 2 500 seulement. D'accord? Et la base de l'amortissement, ça sera quoi? Ça sera les 10 000 ou bien les 20 000, le coût initial, le coût de le matériel, moins les 2 500 qui est la valeur résiduelle nette. Par la suite, je vous ai dit, tant que la valeur résiduelle nette elle est basée sur des estimations, et donc on doit chaque fois la réviser. Donc chaque fois où on dispose d'une information suffisante et claire, donc on doit réviser la valeur résiduelle. Par exemple, donc au départ, donc la première année, j'ai dit que la valeur résiduelle ce sera 3 000 euros pour la valeur de la machine, de matériel de transport, donc au bout de 5 ans. Après, par exemple, 2 ans, le prix de marché d'occasion, il a augmenté. Et donc, ces machines, ces matériels de transport à 5 ans, après les 5 ans, ça sera plutôt, non pas 3 000, mais ça sera plutôt 5 000. D'accord? Et donc, on doit réviser la valeur résiduelle. Et si on va réviser la valeur résiduelle, c'est comme si on va réviser la base de l'amortissement. Donc après, par exemple, la deuxième et la troisième année, donc on doit recalculer la base de l'amortissement qui est le coût de l'actif
normalement qui ne doit pas bouger, mais plutôt la valeur résiduelle qui va bouger. D'accord? On doit déterminer la nouvelle base d'amortissement et sur la nouvelle base d'amortissement, on va calculer les amortissements des années qui viennent. D'accord? Donc la valeur résiduelle, c'est pas quelque chose de fixe, mais il est basé sur décimation. Donc s'il va augmenter, on va réviser la valeur résiduelle. S'il va baisser, on va réviser la valeur résiduelle. On va faire un exemple donc, qui va vous éclaircir tout ça. D'accord? Très bien. Voilà l'exemple. Voilà un exemple. Et on va faire deux exemples. En fait. Il nous a dit en fait le coût d'acquisition d'un fourgon mis en circulation le 1er juillet N s'élève à 31,12. Quand on dit 1er juillet N, c'est-à-dire la moitié de l'année. D'accord? Donc, s'élève à 32 000 euros. La société donc, cède systématiquement donc, dans la politique de l'entreprise pour ne pas en avoir un parc en fait, un vieux parc. Et donc, dans sa politique, au bout de 3 ans, donc, elle cède systématiquement ses fourgons. D'accord? Donc, et elle sait, par exemple, dès le départ, que le prix de fourgons âgés de 3 ans, c'est 20% de prix d'acquisition. D'accord? Donc 20% des 32 000. Il nous ajoute l'information que le coût de sortie sont estimés à 3%. Par exemple, donc il y en a un intermédiaire qui réalise, par exemple, cette société, elle ne va pas elle-même réaliser ses ventes de ses fourgons, mais plutôt elle va passer par un intermédiaire. Et que l'intermédiaire, en fait, il prend 3% de prix de cession. Donc elle a sa commission, la commission de l'intermédiaire, elle est de 3% de prix de cession. D'accord? Là, quand on va parler de la valeur résiduelle, la valeur résiduelle, ce sera les 20% des 32 000. Et si on va parler de la valeur résiduelle nette, donc ce sera les 32 000 fois 20%, mais on doit déduire le coût de sortie qui est 3% de prix de cession. D'accord? Très bien. Et on va calculer la base de l'amortissement. Voilà. Voilà. Donc, la base amortissable comptable est égale à la valeur d'entrée de la patrimoine, déduction faite de la valeur résiduelle nette, à condition que cette dernière soit significative et mesurable, certainement. Donc, on parle de valeur résiduelle, donc, sauf si elle est significative donc, et mesurable. Donc, ce n'est pas, par exemple, j'en ai une imprimante, je vais déterminer sa valeur résiduelle. Donc ici, je sais, par exemple, au bout de 5 ans, c'est vrai, il y en a une valeur résiduelle, mais plutôt c'est 10 euros ou bien 15 euros. Donc la valeur résiduelle, il n'est pas significative. Donc s'il n'est pas significatif, on va se baser uniquement sur le coût de l'immobilisation. Donc on ne va pas entrer dans le calcul de la base de l'amortissement la valeur résiduelle nette. Donc la valeur résiduelle nette, on va l'entrer, sauf les deux conditions. Il est significatif, deuxième condition, mesurable. Et quand on dit mesurable, mesurable, ça suppose qu'il y en a un marché d'occasion pour ce type de machine. Par exemple, on sait très bien qu'il y en a un marché d'occasion pour les voitures d'occasion. Et donc, il n'y a pas de problème d'appliquer cette règle pour tout ce qui est matériel de transport. Par exemple, dans le cas d'une machine spéciale, une machine très spéciale, là où il n'y a pas de marché d'occasion, en ce moment-là, on ne peut pas déterminer d'une façon mesurable le prix de cession. Sauf si ça sera juste le prix de ferraille, c'est-à-dire le prix de tonnes de métal, et donc là, on peut le juger. Mais ce ne sera pas donc comme le cas des matériels de transport, là où il y en a vraiment un marché d'occasion. Donc, la valeur résiduelle correspond au prix de cession de l'obligation diminué de coût de sortie. Donc, on a dit la valeur résiduelle, c'est le coût moins donc le prix. Voilà, ça c'est la valeur résiduelle nette. Donc, c'est le prix de cession de l'obligation diminué de coût de sortie. Donc, la valeur résiduelle, on a dit que l'entreprise, dans sa politique, elle vend à la fin de ces 3 ans euh, ces fargons à 20% de prix d'acquisition. Donc, nous avons 32 000, on va les multiplier par 20%, ça nous donne 6 400. Par la suite, il nous a donné l'information, il nous a dit que le coût, c'est-à-dire le coût de sortie, il est 3% de prix de cession. Donc, on a déterminé déjà le prix de cession qui est 6 400. Donc, 6 400 fois 3%,
on va le multiplier 192. Donc, la valeur résiduelle, c'est quoi? C'est les 6208. Donc, vous voyez, ce n'est pas les 6400. Ce n'est pas le montant encaissé. Donc, c'est le montant encaissé moins les coûts des ventes, les coûts qu'on a engagés pour réaliser cette opération de vente. Donc, la base de l'amortissement, ce sera quoi? Ce sera la valeur initiale, c'est le coût de l'obligation qui est 32 000, moins les 6208, ils n'ont pas les 6400, c'est-à-dire moins la valeur résiduelle nette. D'accord? C'est la valeur résiduelle nette. On a trouvé 25 792. Donc, 25 792, elle va nous servir comme étant la base de l'amortissement pour la première année. D'accord? D'ailleurs, on va voir. Voilà. Donc, l'annuité constante, donc il nous a dit que, d'après l'énoncé, donc le coût d'acquisition, il s'élève à cette utilisation au bout de 3 ans. Là, en fait, il a considéré comme étant donc l'amortissement linéaire. Donc, l'annuité constante, donc le coût, la valeur résiduelle nette, la base de l'amortissement est 25 792. On va les diviser sur 3 ans. Ça va nous déterminer 8 597,33 chaque année. Donc, on va constater un amortissement pour 8 597. La première annuité, il faut faire attention à l'énoncé. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a mis en circulation le 1er juillet N. Et donc, l'année N, on va le faire supporter juste la moitié de l'année, juste les 6 mois. D'accord? C'est pourquoi là, en fait, au niveau de calcul, qu'est-ce qu'il a fait? La première annuité, donc, il a pris l'annuité constante, il a multiplié fois 6, il a divisé par 12. C'est-à-dire, on va la diviser par 12 pour déterminer l'amortissement comme si mensuel, et par la suite, on l'a multiplié par 6 parce qu'il y en a 6 mois d'utilisation durant l'année N, et on va déterminer, donc la première annuité, ça sera 4298. Donc l'exercice N, la base de l'amortissement sera toujours les 25 792. L'annuité, la première année, parce que c'est une moitié d'année, ça sera 4200. Amortissement cumulé, valeur nette comptable. La valeur nette comptable, c'est la valeur c'est la base à amortir, c'est la valeur brute, déduction faite de cumul des amortissements. Et donc, d'une façon linéaire, donc à la fin de la 3e année, la valeur nette comptable sera 0. Là, c'est un exercice simple. On va voir tout à l'heure, lorsque la valeur résiduelle, elle va bouger, vu qu'elle est basée sur des estimations. Et donc, chaque fois, on doit réviser cette estimation. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est clair? Le plan d'amortissement, celui-là, en fait, est-ce que c'est clair? Avant de passer à quelque chose de plus, euh, de plus, euh, plus détaillé. Et là, c'est bon. Très bien. Bien Excellent. expliqué, en tout cas. Excellent. Voilà, là, en fait, on va voir donc la différence entre l'ancienne méthode et la nouvelle méthode, nouvelle méthode, en fait, de les normes. Donc, l'ancienne méthode, si par exemple, là, on a un matériel de transport de 100 000 avec une valeur résiduelle de 30 000. Donc, selon la norme comptable, donc la base d'amortissement, ce sera 70 000. L'ancienne norme, qu'est-ce qu'elle est? Je vous ai dit, en fait, l'ancienne norme, elle est basée plutôt sur le coût de l'immobilisation. Donc, le coût, il est de 100 000. L'ancienne norme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment on fait? Donc, 100 000, on va la diviser sur 5 ans, ça sera 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Et on vient à la 5e année, on va constater donc un produit parce qu'on va vendre cette machine pour 30 000. Donc, les charges et les produits. Donc, nous avons la première année supporté 20 000 de charges, la deuxième année 20 000 de charges, la troisième année 20 000 de charges, la quatrième année 20 000 de charges, la 5e année 20 000 de charges, mais 30 000 en produits. D'accord? Donc, résultat sur les 5 ans, donc 100 000 de charges et 30 000 de produits. Donc, ça nous donne 70 000 de charges nettes. D'accord? Maintenant, la nouvelle norme. La nouvelle norme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la base de l'amortissement, ce ne sera pas le coût d'immobilisation, mais ce sera le coût
moins la valeur résiduelle, donc les 70 000. Quand je vais partager les 62 000 sur 5, je vais trouver 14 000, 14 000, 14 000, 14 000 et 14 000. D'accord? Donc là, j'en ai en charge 70 000 et j'en ai en produit 0. Résultat, il est la même, 70. Mais si vous voyez là, la nouvelle norme, elle permet une meilleure répartition des charges au produit. Là, vous voyez, donc les charges, ils sont gonflés de 7 000 par rapport à la nouvelle norme. La deuxième année, c'est la même chose, 7 000, 7 000, 6 000 plutôt, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000. Et donc, chaque année, 6 000. Et donc, si on multiplie les 6 000 par 5 ans, on va trouver les 30 000. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, la norme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réparti ces 30 000 aussi comme étant des produits qui vont venir de valeurs résiduelles. Elle a, comme si elle l'a réparti sur les 5 ans. Donc, comme si chaque année, on met 20 000, mais en produit, on met 6 000. Donc, en charge nette, c'est plutôt 14 000. Donc, la nouvelle norme, elle permet vraiment une meilleure répartition des charges au produit, une meilleure rattachement des charges au produit. Donc, chaque année, 14 000 d'une façon égale, alors que là, nous avons gonflé les premières années avec des charges et la dernière année, en fait, les produits ils ont dépassé même les charges. Donc, vous voyez que c'est clair que la nouvelle méthode, elle permet une meilleure répartition et un meilleur rattachement des charges au produit. Donc, les 5 années, ils ont supporté pratiquement donc que 14 000. Pourquoi? Parce que ces 30 000 de valeurs résiduelles, on ne les a pas laissées pour impacter le dernier exercice, mais plutôt on les a répartis aussi sur les 5 années d'utilisation. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Très Maintenant, bien. Monsieur Oui. Tari, je voulais demander, est-ce que cette nouvelle norme-là, c'est la même norme que les normes IFRS ou bien Oui, ça, oui, exactement, exactement. c'est uniquement... Non, non, non. En fait, les normes tunisiennes, c'est pratiquement 95% des FRS. Donc, sauf Ah, quelques super. exceptions. Non, en fait, les normes tunisiennes sont parmi les normes D'accord. les plus proches donc, aux FRS. D'accord? Donc, vraiment, donc, les Ah, exceptions, d'accord. ce sont des exceptions très fines, très minimes. Et toujours, en fait, l'ordre des experts comptables en Tunisie, il essaye de se rapprocher encore plus donc aux normes internationales. D'accord? Donc ça, c'est le traitement des Parfait. normes internationales. Et d'ailleurs, le dernier slide qu'on va voir en fait à la fin de cette norme-là, c'est un slide qui va comparer les normes, la norme tunisienne par rapport aux normes FRS. Et vous allez voir, vraiment, il y en a une similitude très avancée entre ces deux normes. Là, je vous parle des normes internationales. La norme internationale, elle demande ce traitement-là. C'est-à-dire, la base de l'amortissement, ça sera plus le coût de l'immobilisation, mais plutôt, ça sera le coût moins la valeur résiduelle nette. D'accord? C'est ça la base d'amortissement. Donc, quand je vous C'est dis ça. la norme comptable actuelle, c'est plutôt, donc, c'est la norme internationale. D'accord? D'accord. Très bien. Merci. Excellent. Maintenant, en fait, c'est pas compliquer les choses, mais en fait, on va entrer un peu en détail. Vous vous souvenez, en fait, de la valeur résiduelle, quand je vous ai dit, on a dit estimation. Et si on a dit une estimation, donc certainement une estimation proche, donc c'est pas une estimation, c'est-à-dire, c'est pas que la valeur résiduelle ne peut pas être mesurée d'une façon fiable. Non, elle est mesurée d'une façon fiable, mais toujours elle est soumise à des modifications, vu le marché. Par exemple, le marché qui va bouger. Aujourd'hui, le marché est très demandeur des produits d'occasion. Demain, cette demande, elle peut baisser. L'année d'après, ça peut plutôt augmenter. Donc, on va voir l'exemple là où la valeur résiduelle, elle va changer et on va voir l'impact de la modification de la valeur résiduelle sur la base de l'amortissement et par conséquent sur la dotation de l'année. L'exemple. Donc, soit une mobilisation acquise donc, le 1er janvier N pour 5 000 euros. Sa valeur résiduelle est estimée. Voilà, vous voyez, estimée. À cette date, donc c'est-à-dire à la date du 1er janvier N, donc pour une durée d'utilisation par l'entreprise à 5 ans, à 500. Donc, l'entreprise, elle sait dès le départ maintenant
après 5 ans, elle estime que l'immobilisation pourra être vendue pour 500. D'accord? Donc, si on veut calculer l'amortissement de l'année N, ça sera, donc la base de l'amortissement, c'est quoi? On a dit, c'est le coût moins la valeur résiduelle. Le coût, c'est 500. Valeur résiduelle, c'est 5000. Le coût, c'est la valeur résiduelle, c'est 500. Donc, on va prendre 5000 moins 500 et on va les diviser par 5 ans, supposant qu'elle utilise l'amortissement linéaire sur 5 ans. Donc, 5000 moins 500 sur 5, on va trouver 900. Donc, la première année, on va constater un amortissement pour combien? Pour 900. D'accord? Très bien. Là, il nous dit au 31-12 de l'année N plus 1, c'est-à-dire après 2 ans. Donc, nous avons passé l'année N et par la suite, nous avons passé l'année N plus 1. Maintenant, on est au 31-12. La valeur résiduelle est réestimée à 600. La valeur résiduelle, maintenant, il a estimé à 600, c'est-à-dire le prix de marché d'occasion, par exemple, donc il a plutôt baissé. Donc au départ, non, plutôt elle a augmenté. Au départ, donc on a estimé à 500, mais maintenant, on estime qu'il est plutôt à 600. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit ajuster, on ne doit pas ajuster les anciens amortissements déjà constatés, mais on doit ajuster les prochaines dotations aux amortissements. Donc, comment on fait? On va revenir donc à notre règle. Ça sera le coût de l'immobilisation moins la valeur résiduelle, mais dans ce cas, en fait, on n'a plus le coût. On a le coût moins la dotation déjà constatée. Donc, on a dit que l'amortissement de l'année N, c'est déjà 900. Donc, c'est pourquoi là, on met 5000 moins 900. Parce qu'on est dans l'année, donc N plus 1 maintenant. D'accord? La valeur résiduelle, elle est de 600. Et vous voyez, on partage sur 4 parce qu'on est dans l'année N plus 1. Donc, la valeur, le coût initial, moins les amortissements déjà constatés, parce que c'est déjà constaté, on ne peut pas en revenir, moins la nouvelle valeur résiduelle. Et on divise sur le nombre d'années restantes. Donc, il nous reste 4 ans. Donc, l'amortissement, maintenant, il sera 475 seulement, et non plus 900. D'accord? Maintenant, supposons que la valeur résiduelle est estimée au 31-12 N plus 2 à 400. Donc maintenant, au début, donc, il a augmenté, maintenant il a baissé à 400. Donc comment il faut faire? Donc, on va prendre la valeur initiale et qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire les amortissements déjà constatés. On a constaté le premier amortissement 900, deuxième amortissement 875 et on doit déduire aussi la valeur résiduelle qui est 400. Et par la suite, on divise sur la période restante. Donc maintenant, il ne nous reste que 3 ans. Et donc, la dotation, elle sera de 941. Par la suite, la durée d'utilisation est prolongée de 2 ans. Là, on fait un peu les choses. Parce que la durée d'utilisation qui a été déjà prévue, là, on est, qu'est-ce qu'il nous reste en fait? Là, la durée donc, qui était 2 ans, il va 3 ans. Donc, on va ajouter 2 ans, ça sera 5 ans. Ce sera plutôt 4 ans, parce que là, il est en fin de l'année N plus 2. Donc, la durée d'utilisation est prolongée de 2 ans. La valeur résiduelle est estimée à 200. Donc, l'amortissement N plus 3, ce sera combien? Ce sera le coût initial moins l'amortissement de la première année, donc entre parenthèses, plus l'amortissement de la deuxième année, plus l'amortissement de la troisième année, plus la valeur résiduelle. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc, normalement, on devrait diviser par 2, mais vu que la durée elle a été prolongée de 2 ans, donc on va diviser par 4. Donc, on va trouver l'amortissement 5,21. Ce sera plus clair ici. Vous voyez là, qu'est-ce qu'on a fait? Yes. Là, on a l'amortissement. Donc, nous avons en débit, nous avons en crédit. La première année, on a constaté l'amortissement pour 900. La deuxième année, N plus 2, 875. N plus 1, N plus 2, 941. N plus 3, 521. Et en fait, depuis, en fait, on a laissé 521, 521, 521. Donc, il a cumulé, c'est quoi? Nous avons cumulé 4800 d'amortissement. La valeur résiduelle, donc il était à 500, par la suite il a passé à 600, et par la suite à 400, et par la suite à 200.
là, l'opération, l'écriture comptable, on doit la réaliser à la fin. Donc, à la fin, en fait, l'opération de cession, quand on va céder une immobilisation, la première des choses, c'est de créditer le compte immobilisation de l'immobilisation qui va sortir. Pour quelle valeur? Pour la valeur d'origine, pour la valeur brute, pour la valeur initiale. D'accord? Et aussi, on doit annuler les amortissements, le cumul des amortissements qui a été constaté sur cette immobilisation. Donc, par exemple, dans notre cas, donc l'immobilisation, elle est de combien? Elle a été constatée. Elle a été constatée pour 5 000. Et donc, on doit annuler l'immobilisation pour 5 000. Les amortissements cumulés, c'est combien? C'est 4 800. Par la suite, nous avons encaissé les 550. C'est quoi les 550? C'est la valeur de vente. Donc, si je reviens là, voilà, la valeur résiduelle, donc N plus 6, la valeur résiduelle est estimée à 550. D'accord? C'est-à-dire, donc on va encaisser les 550. C'est comme si, parce que N plus 6, donc c'est la dernière année, donc c'est certainement, donc ce sera le prix de scission. Donc, on va débiter trésorerie 550 et la différence, s'il y en a des produits, on va les mettre en produits net sur session. S'il y en a des charges, on doit mettre charge nette sur session. Je ne sais pas, est-ce que vous avez bien compris ça ou bien vous voulez qu'on explique encore? Moi, je pense qu'on doit l'expliquer encore. Oui, monsieur, il faut l'expliquer encore Tout de de la suite, fin. tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, on est devant cette situation. Donc, il nous a dit, donc, soit une mobilisation acquise le premier donc pour 5 000, la valeur résiduelle est estimée à 500 à diviser sur 5. Très bien. Donc, très bien. Donc, coût d'acquisition. Donc, nous avons eh bien, nous avons coût d'acquisition pour 5 000. D'accord? Donc, nous avons une valeur résiduelle pour 500. C'est-à-dire, on va à la fin de la valeur résiduelle. Donc la base de l'amortissement, ce sera combien? La base de l'amortissement, on a dit, c'est le coût moins la valeur résiduelle. Donc notre base d'amortissement, la première année, ce sera 4 500. Donc, amortissement, c'est-à-dire dotation de l'année N. 500 divisé par Donc, l'année N, ça sera égal à 4 500 qu'on va diviser par 5. 5. Monsieur Tarek, Oui, excusez-moi, oui, une petite question. oui, bien sûr. Euh, dans la pratique, Oui, le montant de la valeur résiduelle, on va dire la valeur résiduelle, oui. se décide ou se calcule? Comment? Il est? Le montant de la valeur résiduelle, Oui. est-ce qu'elle est déterminée, la valeur est déterminée ou ça se décide tout simplement? C'est-à-dire, on décide, voilà, à la fin de la période, on Non, considère comme non, valeur résiduelle 5. vous savez très bien. Donc, vous êtes comptable, donc vous serez soumis donc à l'audit. Et donc, normalement, demain, en fait, si vous allez mettre, par exemple, valeur résiduelle 500, donc vous devez justifier. Donc, comment vous avez déterminé que la valeur résiduelle est de 500?
Donc, vous devez vous baser, par exemple, sur le marché d'occasion, donc Allô? sur des revues, des marchés sur Internet, donc qui proposent en fait des produits d'occasion. Et donc, vous devez vous baser sur ça. Et là, en fait, on a dit deux conditions pour utiliser cette méthode, c'est-à-dire pour inclure la valeur résiduelle. Tout d'abord, la valeur résiduelle doit être significative, donc s'il n'y a pas des petits montants. Deuxième chose, il doit être mesurable. Donc, si la valeur résiduelle n'est pas mesurable, donc on n'est pas, c'est-à-dire mesurable, donc on ne peut pas déterminer de façon fiable la mesure, cette valeur-là. Et donc, si on ne peut pas déterminer, donc on doit s'abstenir à utiliser cette méthode. Mais si, par exemple, pour le matériel de transport, là, on sait très bien que l'on a un marché d'occasion. Là, on sait très bien que un véhicule, un véhicule donc, de transport, après, par exemple, euh, un véhicule frigorifique, donc après 5 ans, il sera sur le marché, il se vend, par exemple, pour 10 000 euros. Donc, on sait dès le départ. Donc il est mesurable de façon fiable et il est significatif. Donc, dans ce cas-là, on n'a plus le choix. On doit appliquer cette méthode. D'accord? Donc, la valeur, vous devez la prouver. Et comme je vous ai dit, vous pouvez la prouver à travers, par exemple, des captures d'écran sur Internet. Vous pouvez l'évaluer, c'est très important, à travers aussi donc, des prix que vous avez l'habitude de le faire. Par exemple, comme dans l'exemple qu'on a vu, on a vu que l'entreprise elle a l'habitude de vendre chaque 3 ans. Donc, on sait déjà les prix de scission habituels et les deux. Alors, donc pourquoi elle a calculé, elle a dit que c'est 20%? Parce qu'en fait, ils ont déterminé qu'en général, donc la valeur résiduelle, il n'est pas loin de 20% après 3 ans. Peut-être après 4 ans, il va baisser, plutôt ça sera 15%. Ou bien après 5 ans, ça sera plutôt 10%, et ainsi de suite. Donc, il doit être mesuré d'une façon fiable. D'accord? Et il doit être aussi significatif. Donc, s'il n'est pas si significatif, comme je dis par exemple le cas d'une imprimante, par exemple, nous avons acheté une imprimante pour 100 000 euros, après 5 ans, après 3 ans, après son amortissement total, donc il n'y aura pas de valeur, ou bien même s'il y en a de valeur, il sera pas significatif, ce sera par exemple pour 10 euros ou bien 15 euros. Donc on ne va pas appliquer cette méthode pour des valeurs qui ne sont pas significatives. Mais en fait, comme comptable, vous devez prouver comment vous avez déterminé cette valeur résiduelle. D'accord? Ok, merci. Très bien. Donc, on a dit la dotation de l'année N. Donc, là, on est dans l'année N. Donc, dans l'année N, la dotation, elle est de 900. Comment on l'a déterminé? On a déterminé la base de l'amortissement, l'année N, et on a divisé sur les 5 ans. Très bien. Là, on est N plus 1. N plus 1, donc il nous a dit la valeur résiduelle est réestimée à 600. Donc, valeur résiduelle, maintenant, elle est de 600. Notre souci, c'est quoi? C'est de calculer la base de l'amortissement. Donc, la base de l'amortissement, ça sera combien? Ça sera le coût d'acquisition, déduction faite de l'amortissement déjà constaté, c'est-à-dire l'amortissement de l'année N, moins les 900, moins la valeur résiduelle de l'année N plus 1. Et donc, la base de l'amortissement, ça sera 3500. D'accord? Donc, dotation N plus 1, l'amortissement, c'est-à-dire de l'année N plus 1, ça sera combien? Donc là, on a divisé sur 5. Là, on est N plus 1, donc on a divisé par 4. Donc, ça sera égal 3500 sur 4. Donc, ça va nous donner 875. Par la suite, N plus 2. L'année N plus 2, il nous a dit la valeur résiduelle est estimée à 400. Donc, la valeur résiduelle, elle est estimée plutôt à
400. Donc, on doit calculer la base d'amortissement de nouveau. Donc, la base d'amortissement, ça sera combien? Donc, ça sera la valeur d'origine, moins les amortissements déjà constatés qui sont moins les 900 de l'année N, moins les 875 de l'année N plus 1, moins la valeur résiduelle, moins les 400. Voilà. Donc, c'est 2823. Combien il nous reste d'années? Il nous reste 3 ans. Donc, la dotation N plus 2, donc dotation donc N plus 2, ça sera combien? Ça sera 2823 divisé par le nombre d'années restantes, c'est-à-dire sur 3. Donc, on aura 942. Maintenant, N plus 3. Donc voilà. Donc, la durée d'utilisation est prolongée de 2 ans. Donc, la valeur résiduelle est estimée à 200. Donc, valeur résiduelle est estimée à 200. D'accord? Base de l'amortissement. Elle est de combien? Donc, comme d'habitude, ce sera le coût d'acquisition, moins les amortissements déjà constatés, moins 900, moins 875, moins les 942, moins la valeur résiduelle. D'accord? Donc, il sera 2082. Combien il nous reste d'années? Donc, la dotation, donc N plus 3. Donc, normalement, c'est 2 ans. Normalement, c'est 2 ans. Mais il nous a dit, en fait, la durée d'utilisation est prolongée de 2 ans. Donc, 2 plus 2. Donc, on va mettre là, égale 2 plus 2. Donc, ça sera 4. Donc, la dotation, il sera combien? Elle sera de 2080 sur 4 ans. Et donc, nous avons 5,21. Donc, par la suite, l'année N plus 4. L'année N plus 4. Tant que la valeur résiduelle n'a pas changé. Donc, la dotation, donc valeur résiduelle n'a pas changé. La base de l'amortissement, elle sera, donc, la base d'amortissement sera toujours 2000. Combien d'années qu'il nous reste? Donc, il nous reste 3 ans. Donc, la base d'amortissement, ce sera plutôt ça, moins la dotation de l'année, moins les 5,21. D'accord? Voilà. Combien il nous reste d'années? 3. Donc, dotation N plus 4. Combien on a d'années?
Allô? Oui, monsieur Tarek, s'il vous plaît, votre micro est fermé, donc on n'entend pas les explications. En fait, quand il coupe la connexion, elle ne revient pas. Très bien. Donc, Ah, d'accord. on est arrivé donc à n plus 3, je pense, tout à l'heure. Donc, on a dit le n plus 3. euh, donc, la valeur résiduelle, elle est passée à 200. Et donc, la base de l'amortissement, donc comme d'habitude, comme à la base d'amortissement, elle sera donc le coût d'acquisition, moins les amortissements déjà constatés, qui est le 900, le 875, les 942, et on va diviser sur la période restante, donc euh, qui normalement ils étaient à 2 années, mais là on a dit N plus 3, il avait une prolongation. Donc, voilà, la durée d'utilisation est prolongée de 2 ans à la valeur résiduelle est de 200, donc plus 3. Voilà. Donc, il s'est été sur 4, donc c'est pourquoi on a divisé sur 4. Donc, 4, on a dit c'est 2 plus 2. Donc, 2, théoriquement, doit être 2, mais vu la prolongation de 2, et donc ça devient 4. Donc, la dotation est de 5,21. L'année N plus 4, donc on va continuer avec avec une dotation, vu que la valeur résiduelle n'a pas changé, donc ça sera l'amortissement, il est le même, la dotation 5,21. L'année N plus 5, c'est 5,21 et l'année N plus 6, ça sera aussi 5,21. D'accord? Donc on est sur donc, une année, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 déjà, parce que ça a été 5 années, ajouter 2 années complémentaires, et donc c'est 7. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a constaté comme dotation, comme amortissement? Donc comme amortissement, comme donc amortissement, donc nous avons constaté l'année N, N, Monsieur, s'il vous plaît. oui, En fait, moi, je voudrais savoir oui, la durée d'utilisation prolongée. Les dotations sont restées constantes, en fait. oui. Pourquoi les dotations, elles ont resté constantes? Parce que la valeur résiduelle n'a pas changé. Vous voyez la valeur D'accord. résiduelle depuis l'année N plus 3, donc elle a resté 200, 200, 200, 200. Il n'a pas changé. Si elle a changé, certainement la dotation, elle va changer. D'accord? Donc, comme s'il va rester linéaire donc sur les 4 années restantes. D'accord? D'accord. Très Et bien. pour la table, Oui. Comment? la, non, la base de l'amortissement. Oui. En fait, Là, j'ai pas bien. de- Pour la base d'amortissement, c'est quoi? je dis, je vois pour l'année N plus 3, il y a 2083. Oui. Donc, pour l'année N plus 4, il y en a Oui. 1763. Donc, Oui. on doit, euh, le coût d'achat, les 5000 Oui. moins les Les- autres valeurs, la somme de toutes les valeurs résiduelles alors. Non, en fait, c'est le coût d'acquisition moins les amortissements constatés. Ah, d'accord. D'accord? Moins les amortissements que nous avons constatés. Donc, nous avons constaté dotation 900 la première année, 875, 941, 521, 521, 521 aussi là. D'accord? Donc, toujours, on doit, et par la suite, on déduit en fait la valeur résiduelle et on divise par la période restante. D'accord? Donc, la formule, c'est quoi? Donc, c'est le coût d'acquisition. Donc, c'est le coût d'acquisition moins amortissement constaté moins valeur résiduelle. Et tout ça, on doit le diviser, on doit le diviser sur la période restante. D'accord? Voilà, D'accord. période restante. D'accord? C'est ça la formule.
Toujours, donc c'est le coût d'acquisition, moins les amortissements constatés, moins la valeur résiduelle qui a été actualisée, et on divise sur la période restante. C'est pourquoi là, on a divisé sur 5, là, on a divisé sur 4, parce que la période restante, c'est 4. Là, on est divisé sur 3. Là, on a divisé sur 4 parce que ça a été 2 plus 2 prolongations. Et par la suite, on a divisé sur 3, sur 2 et sur 1. D'accord? Là, c'est la formule à utiliser. Donc, la première année, c'est cette formule qu'on va utiliser parce qu'il n'y avait pas d'amortissement. Donc, la première année. Donc, on va utiliser cette formule. Donc, c'est cette formule, c'est-à-dire le coût d'acquisition moins, Valeur résiduelle. voilà. Donc, c'est le coût d'acquisition moins la valeur, moins valeur résiduelle, moins valeur résiduelle sur la période restante, alors que si la valeur résiduelle va changer, donc on va utiliser cette fonction-là, cette formule, c'est le coût d'acquisition, moins les amortissements déjà constatés, moins la valeur résiduelle, le tout, on doit diviser sur la période restante. D'accord? Merci. Excellent. Donc, la première année, on a constaté un amortissement pour combien? Donc, ça a été pour 900. La deuxième année, c'est pour 875. La troisième année, N plus pour 942. N plus 3, donc c'est pour 521. N plus 4, donc c'est 521. N plus 5, donc c'est 521. N plus 6, c'est 521. D'accord? Donc, nous avons un total de 4800. Les 4800, c'est quoi les 4800? C'est le coût pour vérifier est-ce que notre travail il est correct ou pas. Donc, c'est le coût. Donc, c'est le coût, voilà, le coût d'acquisition, Moins moins, la valeur résiduelle voilà, de la dernière année. exactement, moins, donc la valeur résiduelle, moins le dernier valeur résiduelle, Ça. moins la dernière valeur résiduelle. Voilà. D'accord? Donc, nous avons le coût d'acquisition, il est de combien? Il est de 5000. Et la dernière valeur résiduelle, 200 francs. exactement, dans notre coût d'acquisition. Donc, il est de... Notre coût d'acquisition, donc il est 5000. Et dernière valeur résiduelle, qu'on a utilisée laquelle? La dernière valeur, voilà, c'est celle-là. Donc, voilà. Et depuis, en fait, on n'a pas changé. Donc, si j'applique la formule, je vais trouver donc égal 5000 moins les 2000. Et voilà la base d'amortissement. Donc, mes calculs sont corrects. Donc, je trouvais 4800 et je trouvais là le cumul d'amortissement et le de 4800. D'accord? D'accord. Maintenant, juste on va continuer donc avec l'énoncé. Donc, j'ai problème de son. Et Ah, voilà. D'accord. Donc, on va continuer avec l'énoncé. Donc, l'énoncé, qu'est-ce qu'il nous a dit? Donc, l'année 31-12, l'année N plus 6, donc la valeur résiduelle est estimée à 550. En fait, c'est-à-dire le prix de vente. Donc, parce que nous, voilà, donc à la fin, le prix de vente. Donc, ils vont vendre cette machine pour combien? Donc, le
Donc, le prix de vente, le prix de scission. Donc, le prix de scission, ça a été combien? 550. D'accord? Très bien. Nous, maintenant, on va passer l'écriture comptable de cette opération de scission. Donc, nous allons passer l'écriture comptable de cette opération de scission. Donc, l'opération de scission, on doit tout d'abord faire sortir l'immobilisation de notre actif. Donc, on va créditer le compte immobilisation. Par exemple, là, donc on va mettre un compte d'immobilisation, classe 2, par exemple, on va mettre immobilisation. Donc, immobilisation corporelle. Pour quelle valeur? Pour le prix d'acquisition, pour les 5 000, pour le coût d'acquisition. D'accord? On doit annuler l'amortissement. Donc, nous avons le compte 28. Donc, amortissement. Pour quelle valeur? Pour la valeur des amortissements constatés, qui est 4 800. D'accord? Nous devons constater l'encaissement de ces 550. Donc, nous avons un compte de trésorerie. Par exemple, caisse, nous avons 550. Je vais le mettre là. Je vais le mettre. Voilà. Donc là, j'en ai en débit 5300, en crédit 5000. Et donc, pour équilibrer mon écriture, qu'est-ce que je dois? Je dois constater donc un produit. Donc, ça sera produit sur Un cession. produit de session. Voilà, exactement. Donc, c'est un produit sur cession. Donc, plus-value sur cession, puis un produit sur cession. Pour combien? Pour la différence qui est 3350. Et voici donc mon écriture, elle est équilibrée. J'ai le total débit égal au total crédit. Donc ça, c'est l'opération de scission. Et d'ailleurs, on va la voir donc à la fin, lorsqu'on va voir la partie sortie ou la décomptabilisation des immobilisations. Et donc, retenez ça, lorsqu'on fait sortir une immobilisation, on doit la sortir l'immobilisation pour la valeur brute, la valeur historique, et on doit annuler les amortissements déjà constatés. C'est pourquoi on a débité le compte 28. Par la suite, si nous avons encaissé quelque chose, on doit la constater, donc en caisse bien en banque, donc on débite, et on calcule par la suite la différence. Donc, est-ce que le débit, en fait, il est supérieur au crédit? Donc, si le débit est supérieur au crédit, on doit constater un produit, donc produit sur cession. Si par contre, le crédit il est supérieur au débit, on doit constater donc une charge sur cession ou bien une perte sur cession. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. Très clair. C'est bon. Très bien. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est d'appliquer, de garder en tête ces deux formules. La première année, la valeur, la base d'amortissement, c'est le coût d'acquisition moins valeur résiduelle sur la période restante, ou bien sûr la durée de vie. À partir de la deuxième année, si on révise la valeur résiduelle, vous utilisez cette méthode. Coût d'acquisition, moins les amortissements déjà constatés, moins la valeur résiduelle, le tout, on doit le diviser sur la période restante. D'accord? Je vais vous joindre en fait ce fichier-là explicatif. Très bien. Donc, on va revenir à notre énoncé. Très bien. Donc, pour celui-là, il est bien. Voilà l'écriture comptable donc pour la dotation. En fait, ça, c'est pour la dotation. La dotation aux amortissements, comment on la constate? Donc, on constate une dotation, donc compte de charge, et on constate, donc on crédite un compte de bilan 28, donc amortissement des immobilisations, par exemple, corporelles. Très bien. Donc là, on va passer donc une autre partie qui s'appelle la dépréciation. La dépréciation, c'est la provision pour dépréciation. Monsieur Tarek,
Oui, Je vous poser une question oui, bien sûr. avec l'amortissement. En fait, disons dans la mesure où euh, la base, c'est-à-dire le coût de l'amortissement, a été réévalué à la hausse Ah, en cours de période. Est-ce oui, que cela impacte la base d'amortissement? oui. Oui, Alors, comment cela se passe? on va le voir ici. En fait, ce sera, voilà. Vous voyez là, la dépréciation. On va voir le plan d'amortissement lorsqu'il y en a une dépréciation et lorsqu'il y en a une reprise sur dépréciation. C'est-à-dire, par exemple, cette année-là, il y a eu une dépréciation de 12 000 et l'année d'après, il y a eu une reprise de 8 000. Donc, on va voir les deux cas. Les cas où il y en a une dépréciation et le cas où il y en a une reprise sur la dépréciation. D'accord? On va voir le cas Ok, initial, ok, en fait, s'il n'y a pas vraiment de dépréciation. D'accord? ça Très marche. bien. On va la voir. Alors, Oui, 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 monsieur, je pense qu'à la séance passée, j'avais posé un cas. oui, Bon, je ne sais pas trop si on peut faire, comment on appelle ça, on peut lier ça à ce qu'on vient de voir, où d'accord. j'avais demandé, par exemple, on a un bien qu'on Oui, on est censé l'utiliser pour 5 ans. oui, Maintenant, arrivé à la cinquième année, oui, on décide de faire des réparations, tout ça, oui. pour allonger la Durée de durée de vie. vie, D'accord, voilà, sa durée de vie. d'accord. Et là, on avait déjà constaté des amortissements jusqu'à Oui, la quatrième année. Maintenant, on est en cinquième année. d'accord. Et pour ces charges d'amortissement, Oui, qui, comme je vais dire, pardon, pour ces charges de réparation, puisque ça a oui, allongé la oui, durée de vie oui, de l'immobilisation, en principe, ces oui. charges-là doivent être immobilisées au fait. Exactement. Donc, comme ça doit être immobilisé, Oui, la question que je veux poser, est-ce que la valeur d'acquisition de mhm, départ oui. ne va pas changer ou bien, voilà, quel sera le mécanisme en fait? En fait, la valeur, elle va changer. Je vous explique. Comment D'accord. ça se passe l'opération? Supposons que là, par exemple, là, j'ai fait une acquisition. Supposons que, par exemple, l'année 2020, 2000, 2020, d'accord? J'ai fait une acquisition. Par exemple, pour 100 000, d'accord? J'ai fait une acquisition pour 100 000. Voilà. Donc, l'écriture comptable que je vais passer, c'est quoi? Donc, ça sera 2, exemple, donc, Ça, immobilisation corporelle pour 100 000. Et par exemple, j'en ai fournisseur d'immobilisation 100 000. pour 100 000. D'accord? Jusqu'à là, on est d'accord. Très bien. Par la suite, par exemple, nous avons constaté des amortissements. L'année, par exemple, 2021, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on a calculé, par exemple, l'amortissement. Supposons que l'amortissement, c'est, par exemple, les de 20 000. On va prendre des cas simples qui sont, voilà. Donc, on doit constater une dotation. Donc, nous avons le compte 68, donc dotation aux amortissements. Et nous avons le compte 28, amortissement, par exemple, immobilisation corporelle. Ouais, c'est ça. Par exemple, j'en ai donc là, c'est 20 000, 20 000. et là, c'est 20 000. D'accord? Très bien. Supposons là, je suis à l'année, par exemple, 2020.
2024. Il y a eu une amélioration. L'amélioration, elle est par exemple pour 30 000, nous a coûté 30 000 euros. D'accord? Donc, et on a jugé qu'il s'agit d'une amélioration et donc on doit l'immobiliser. Donc, comment on fait? Donc, on va faire la même chose. On va faire cette écriture. La même écriture, on va la réaliser. Donc, ce sera comme ça, donc pour 30 000. Et là, pour 30 000. Maintenant, si je vois ce compte-là, ce compte immobilisation corporelle, ce compte immobilisation corporelle, donc je mets débit et je mets crédit. Donc, l'année 2000, l'année 2020, nous avons débité ce compte-là pour 100 000. Et nous avons l'année 2024, nous avons débité ce compte-là, par exemple, pour 30 000. Donc, ce compte-là, il y a un compte débiteur pour 130 000. Donc, vous voyez, faites la valeur. Et depuis ça, par exemple, là, donc l'amortissement, quand on parle d'amortissement, si on parle aussi de la base de l'amortissement, supposons qu'il n'y a pas de valeur résiduelle. Donc, la base de l'amortissement, ça sera 100 000, ce sera celle-là. Alors que là, à partir de l'année 2024, la base de l'amortissement, ce sera la valeur brute. Donc, ce sera les 130 000. D'accord? Certainement, nous, peut-être, à l'année 2024, que l'immobilisation a été totalement amortie. Et donc, qu'est-ce qu'on va amortir? On va amortir les 30 000 sur la période allongée, c'est-à-dire sur la période, sur les 2 ans supplémentaires. Et donc, on va constater chaque année une dotation de 15 000. D'accord? Par exemple, là, supposons que là, l'année 2021, l'année 2022, 2023, et 2000, voilà, 20, 21, 22, 23 et 24. Et donc là, en fait, l'amortissement il est plutôt de 25 000 pour mettre sur 4 ans. D'accord? Donc, 21, amortissement 25 000. 22, nous avons un amortissement pour 25 000. 23 pour 25 000. Donc, et l'année plutôt 2020 aussi. Donc, nous avons amorti. Donc, là, c'est l'immobilisation et là, c'est le compte dotation. Je vais mettre là, bien en bas, le compte. Donc, ce sera le compte 28. On peut utiliser, voilà, le compte celui-là. D'accord? Donc, la même chose, j'ai débit et j'ai crédit. Et bien. Donc, l'année 2020, il y en a amortissement, dotation. Ça, c'est 2020. Ça, c'est 2021. Donc, j'ai mis sur 4 ans. D'accord? Donc, jusqu'à 2023, il est totalement amorti. 2024, j'ai amélioré pour 30 000 pour une période de 2 ans. Donc, ça sera l'amortissement de l'année, donc l'amortissement de l'année 2024. Ça sera combien? Ça sera les 30 000
par exemple, sur 2. Donc 15 000. Et 2025, donc, j'aurai 2025, j'aurai la même chose. Donc l'amortissement, 15 000. D'accord? Donc je vais faire de cette façon. Donc amortissement, 15 000, 2025, 15 000. De cette façon, si je fais le total, j'aurai mes 130 000. D'accord? Donc, les améliorations qu'on a réalisées en 2024, on va les répartir sur la période restante. D'accord? On va les répartir sur la période qui va rester. Donc là, en fait, on est parti sur un exemple simple. Pourquoi? Parce que l'immobilisation a été totalement amortie. Supposons que plutôt l'immobilisation n'est pas encore amortie. Nous avons réalisé ces amortissements durant plutôt la 3e année. On va appliquer la même chose. Donc, on va appliquer la même formule qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est que, en fait, on va déterminer donc on va partir à partir de coût d'acquisition moins les amortissements déjà constatés. Là, on n'a pas de valeur résiduelle et on va diviser sur la période restante. D'accord? Donc, c'est toujours la même façon. Donc, s'il y en a quelque chose qui a été modifié, par exemple, dans notre cas, la période restante, elle a été modifiée. Et il y en a une amélioration. Donc, le coût d'acquisition aussi, il a été modifié. Donc, il était de 100 000, il est devenu 120 000. 130. D'accord? 130 000. D'accord? Donc, on utilise toujours donc, la formule, le coût d'acquisition. Donc, chaque fois où il y en a une modification dans le coût d'acquisition, ou bien sur la valeur résiduelle, ou bien sur les amortissements déjà constatés, ou sur la période restante, on doit recalculer donc la base, on doit calculer par conséquent aussi l'amortissement, notre amortissement. D'accord? Donc, vous voyez là, au niveau de l'immobilisation, donc, elle a augmenté. Donc, l'immobilisation, elle était à 100 000. Et maintenant, à partir de l'année 2024, elle est devenue à 130 000. Elle va rester 130 000 même si elle est totalement amortie. Donc, vous voyez là, à l'année 2025, donc on a immobilisation corporelle pour 130 000 et amortissement 130 000. C'est vrai, elle est totalement amortie, mais comptablement, donc on va trouver 2 comptes au niveau de présentation. On va trouver le compte immobilisation corporelle pour 130 000 et en dessous, on va trouver amortissement en signe moins pour 130 000. Et d'une façon, nous avons la valeur nette comptable, elle est 0. Et là, en fait, on va la déterminer, on va la voir donc parce que quand on va terminer cette présentation sur les normes, parce que notre objectif, c'est quoi? Nous avons dit, en fait, notre objectif, tout d'abord, donc augmenter notre niveau de maîtrise des normes pour en avoir des connaissances, et par la suite, on va passer à la partie, donc, la justification des comptes et comment vraiment réaliser ces comptes et justifier ces comptes des immobilisations. Donc, parmi les choses qu'on va voir au niveau des immobilisations, c'est le tableau d'amortissement. Comment concevoir, comment réaliser le tableau d'amortissement de l'année N à partir de l'ancien tableau d'amortissement. Quelles sont les choses qu'on doit les ajouter, quelles sont les choses qu'on doit les modifier, quelles sont les choses qu'on doit les reclasser. Donc tout ça, on va le voir donc normalement donc à partir de la séance prochaine, dès qu'on termine en fait la présentation de cette norme. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? À mon niveau, c'est bon. C'est pour moi bien expliqué. Très bien. C'est bon pour moi, c'est bon pour moi aussi. Excellent, excellent. Très bien. Donc, vraiment, on est alors. Très bien. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là donc aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, je vais vous envoyer l'enregistrement et donc les supports. Et j'espère vous voir donc à la prochaine séance. N'hésitez pas à m'envoyer des emails si vous avez des questions sur cette séance ou bien sur les précédentes séances. Et je n'hésiterai pas à vous répondre, Inch'Allah. Merci beaucoup une autre fois et à bientôt. Au revoir. Bonne Merci Merci. soirée. Au beaucoup, revoir. merci à Bye bye. tous. Au revoir. Merci, bonne Bonne Bye bye soirée. à soirée. Au tous. revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir. C'était une belle séance, franchement. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.